Comment intégrer la dette privée et plus particulièrement la dette infrastructure dans une stratégie d'investissement? Voilà le sujet qui va nous animer à présent dans la deuxième partie de l'émission. Nous avons le plaisir d'avoir été rejoints en plateau par deux nouveaux invités. Camille Toubi nous accompagne tout d'abord. Bonjour Camille Toubi. Bonjour. Vous êtes responsable partenariat et distribution chez Exclusive Partners. Nous avons le plaisir d'avoir été rejoints également par Isabelle Chazarin. Bonjour Isabelle Chazarin. Bonjour. Vous êtes associée chez Officium Asset Management et nous avons le plaisir d'être toujours avec Charlotte Lavie-d'Hautefort. Rebonjour Charlotte Lavie-d'Hautefort. Directrice dette infrastructure chez Arkea Asset Management. Alors, on a fait le point en première partie sur les caractéristiques de la dette infrastructure avec vous, Charlotte Lavie-d'Hautefort. J'aimerais peut-être avoir l'avis sur ce même sujet, dette privée, peut-être un peu plus au global, sur les caractéristiques que l'on met en avant vis-à-vis d'investisseurs particuliers avec vous, Isabelle Chazarin, sur cette classe d'actifs thématique classe d'actifs plutôt de la dette privée. Alors, en fonction de la sophistication des investisseurs, déjà, on va leur rappeler que c'est du non-coté. D'accord. Avec les spécificités du non-coté. Courbangie, illiquidité. Et ensuite, on va effectivement insister sur les qualités ou les caractéristiques décorrélants, des marchés financiers, décorrélés des marchés financiers. Décorrélés des marchés financiers, stratégie de revenus complémentaires. Et enfin, on va effectivement mettre ça dans un environnement macroéconomique pour choisir le bon gérant et la bonne stratégie, puisqu'en fonction de l'environnement économique dans lequel on se situe, on ne choisira pas la même sous-catégorie dans la dette privée. D'accord. Pourquoi en fonction de... Parce qu'on considère que c'est très cyclique et que ça dépend de l'environnement ? Oui. En fait, notre métier, c'est un métier de gérer autant la performance que le couple risque. D'accord. Donc, une fois qu'on a dit ça, quand on est dans un environnement économique porteur, on a peut-être envie d'aller chercher plus de rendement, donc plus de risques embarqués, et on va aller chercher peut-être de la sous-catégorie mezzanine. Dans la dette. Si on est dans un environnement plutôt d'incertitude, ralentissement économique, après un cycle économique porteur, on va aller chercher le côté résilient de la dette senior. D'accord. Donc, c'est tous ces niveaux de détails que l'on va partager avec notre investisseur pour trouver la bonne stratégie, avant même de sélectionner le gérant. Alors, justement, dette senior, dette junior, est-ce que tout le monde sait, dans ceux qui nous écoutent, ce que ça veut dire ? Qui veut définir, peut-être Charlotte Lavie-d'Hautefort, dette senior, dette junior, quelle différence ? Alors, nous, effectivement, nous visons de couvrir l'ensemble du spectre de la dette infrastructure. Donc, la dette senior, c'est au niveau des projets, c'est des investissements de long terme, résilients, avec un niveau de risque, on va dire, en moyenne investment grade. D'accord. Voilà. Et c'est sur des actifs assez structurés, donc on bénéficie de sûreté, de covenants, donc qui vraiment permettent de savoir, vraiment de maîtriser le risque pris et le risque embarqué dans les portefeuilles. La dette junior, on est sur un niveau de risque un petit peu plus élevé. D'accord. Parce qu'on va s'intercaler entre les fonds propres et la dette senior, justement. Donc, on va offrir un niveau de levier complémentaire au niveau des projets ou au niveau des entreprises pour aller chercher un petit peu plus de performance sur un niveau de risque qui nous semble toujours acceptable. Et donc là, effectivement, c'est un couple rendement-risque différent, mais qui aujourd'hui, sur la dette infrastructure, se positionne très bien. On est quasiment au niveau des rendements equity core infrastructure, avec un profil de dette bien plus sécurisé. Là aussi, on est assorti de sûreté. Et donc, c'est aussi un arbitrage un petit peu différent en fonction de l'appétit au risque et de la recherche de rentabilité. Camille Toubi, comment est-ce que vous regardez la classe d'actifs ? Alors, on parle de dette privée et de dette infra. Il n'y a pas que de la dette infra dans la dette privée, mais effectivement, là, on fait aussi un focus dette privée, dette infra. Comment est-ce que vous regardez, vous, la classe d'actifs ? Alors nous, la dette privée d'infrastructure, ce qui nous attire dans cette classe d'actifs et ce qui va attirer aussi le client final, ça va être surtout la lisibilité, la visibilité sur le rendement. D'accord. Donc ça, c'est là, on parle d'infra. Hein. On parle d'infrastructure. Dette privée d'infrastructure, on sait que il va y avoir un rendement qui va être autour de 7%, qui va être distribué ou capitalisé. Mais on va apporter de la visibilité sur cette classe d'actifs. Et aujourd'hui, vu les conditions et les aléas économiques, avoir de la visibilité, ça rassure toujours le client final. D'accord. Ça lui permet de se projeter, d'avoir un rendement. Et ce qu'on cherche aussi, c'est la décorrélation. La décorrélation, ça va permettre d'éviter aussi tous les aléas et les cycles économiques. Vous avez, si on regarde en fait l'évolution des notations de la dette privée d'infrastructure, c'est une courbe, c'est une ligne droite. Peu importe les crises, l'infrastructure, c'est un bien qui est essentiel et vous passez donc les crises assez facilement. Et alors, pardon, mais juste pour bien comprendre, quand on voit qu'on peut avoir des situations politiques parfois un peu complexes et que la dette infra dépend des pouvoirs publics, vous dites
Il y a de la visibilité dans les projets, c'est pour ça qu'on aime ça. Même si les gouvernements changent ou que les stratégies gouvernementales changent. Après, ça dépend dans quel type d'infrastructure vous allez investir. Mais par exemple, quand vous avez une thématique de la démographie, comme dans un de nos fonds, et que vous avez la thématique de la santé, aujourd'hui, un hôpital, c'est un service essentiel, c'est un bien qui est essentiel. Peu importe, en fait, j'ai envie de vous dire, le gouvernement, il va falloir construire cet hôpital. Il y a quand même des enjeux communs à adresser, si je comprends bien. Il y a des enjeux communs. Je vois Charlotte Lavie d'Hautefort acquiescer également, et Isabelle Chazarin aussi. Ouais. Ce qu'il faut retenir, c'est que les infrastructures, c'est vraiment un bien qui est essentiel. Et c'est ça qui permet, en fait, d'éviter les aléas économiques au maximum. Voilà, si vous avez une entreprise, si vous financez une dette d'une entreprise qui va distribuer, je ne sais pas, des maillots de foot, et que le foot n'est plus du tout à la mode, votre entreprise a un risque. Mais là, on ne parle pas d'infrastructure pour le coup. On ne parle pas d'infrastructure là, mais ça peut être de la dette privée, de manière plus générale. Mais voilà, donc il y a une différence entre la dette privée et l'infrastructure où c'est vraiment le bien qui est essentiel. Isabelle Chazarin, comment est-ce que vous sélectionnez les actifs Déjà, j'imagine que c'est en fonction de la stratégie, des enjeux qui ont été évoqués lors des échanges avec vos clients, mais comment est-ce qu'ensuite on met en place une méthodologie de sélection ? Partons du principe qu'on a un environnement macroéconomique qui nous pousse à aller chercher cette classe d'actifs, que dans les objectifs du client, on a identifié l'intérêt d'aller la chercher. Là, on va clairement aller chercher les classiques critères de sélection d'un gérant du non-coté, le track record, la décomposition de la performance, la stabilité de l'équipe, les enjeux de la société de gestion avec la transition managériale. Mais on va aussi chercher, parce que c'est une classe d'actifs beaucoup plus sophistiquée que ce que l'on pourrait penser. Et donc là, on va aussi entendre des gérants qui vont mettre en avant l'intérêt d'avoir un sponsor. C'est-à-dire, nous n'interventons pas en termes de dette si on n'a pas de sponsor. Qu'est-ce que c'est qu'un sponsor, Donc, un fonds de LBO qui va rentrer au capital et qui, dans des moments peut-être de difficultés économiques de la boîte, pourra réinjecter de la liquidité et maintenir le paiement de la dette. Donc, nous devons nous forger une conviction sur la sélection de ce gérant-là en disant, est-ce qu'il faut sélectionner un gérant qui n'aura d'intervention qu'avec des sponsors, des fonds d'investissement. On doit se forger une conviction aussi sur un gérant qui va faire de l'effet de levier, en plus de la dette. Est-ce qu'on est dans un environnement macroéconomique projeté qui permet d'aller chercher ce surplus de performance, mais avec le risque embarqué? On doit se forger un certain nombre de convictions liées à la sophistication donc, de cette dette. On doit aussi, dans un monde d'évolution de nouvelles tendances telles que l'Evergreen, ou les fonds de dette privée à impact qui se développent, se poser la question de nouveaux critères de sélection. Donc, on est beaucoup plus exigeant aujourd'hui qu'on ne l'était dans ce monde très incertain. Et la dette privée est un moyen de décorréler, de prendre un pari supplémentaire, que ce soit infra ou dette privée plus classique, économique. Quand vous parlez d'impact, on peut parler de souveraineté aussi. On a fait une autre émission sur le sujet. Est-ce que c'est des sujets qui reviennent dans les volontés d'investissement des gens que vous accompagnez ? Si on va jusqu'au bout de bout, les investisseurs, ils veulent de la performance. D'accord, avant tout. Donc, ça change pas. Ils vont nous juger globalement sur la performance, et même les grands institutionnels globalement. Donc, il y a quand même cette tendance d'aller chercher effectivement à s'approprier les enjeux de l'impact dans la performance financière. Mais ça va être des critères extra qu'on va regarder, mais qui ne seront pas forcément les critères de sélection finaux, puisqu'on doit quand même juger une équipe, et on a peu de recul sur la performance finale de cette classe d'actifs à impact qui a quelques années d'exercice. Voilà. Charlotte Lavie d'Hautefort, que dire en réaction à ce que nous a dit Isabelle Chazarin sur la méthode de sélection, mais aussi effectivement sur les attentes finales. Finalement, c'est qu'en fait, on veut bien faire de l'impact ou de la souveraineté, si je comprends bien, mais il ne faut pas que ce soit au détriment de la performance. C'est toujours un peu la même chose quand on parle de classe d'actifs financières. C'est clair. Donc, c'est toute l'expertise aussi de l'équipe de gestion d'aller rechercher cette performance. Donc, nous, on la qualifie de globale, parce que performance financière, mais également performance extra-financière. Et la classe d'actifs infrastructure se prête bien, en fait, à cette double lecture. Et donc, nous, c'est un peu comme ça qu'on fait notre promesse client, c'est d'arriver à fournir les deux. Bien sûr, la performance financière, ça, c'est un prérequis nécessaire. Et donc, nous, on a la chance d'avoir une équipe assez expérimentée avec un très bon track record sur une longue durée qui permet de démontrer ça. Et puis, la performance extra-financière, on l'a fait en sélectionnant, en choisissant d'avoir des fonds classifiés article 9, donc investissement durable, avec des objectifs assez engagés
d'impact climatique et d'impact. Et là, on se coupe, je vous coupe, pardon, mais est-ce qu'on se coupe de beaucoup d'investissements quand on a des fonds article 9 et qu'on fait de l'infra ? En fait, pas tant que ça. C'était notre crainte au début, pas tant que ça, parce que finalement, on est sur deux grandes thématiques, la transition énergétique, la transition digitale, qui sont les deux secteurs les plus porteurs du marché. On est sur un spectre européen, de notre point de vue. Et en fait, quand on regarde sur les 5 dernières années, ces deux secteurs-là, ils représentaient il y a 5 ans à peu près 30% du marché de l'investissement en infrastructure. Aujourd'hui, c'est plus de 50%. D'accord. Donc, c'est la classe d'actifs qui progresse le plus. Donc, on est sur un marché très profond. On fait face aux enjeux européens très, très ambitieux qui ont été portés, donc, qui génèrent vraiment un gros besoin d'investissement. Donc, on arrive, même en ayant ce prisme très exigeant, à avoir un univers d'investissement suffisamment large pour sélectionner les bonnes opportunités. Camille Touby, on parle de performance financière, de performance extra-financière, effectivement, de réussir à lier les deux, mais au final, on commence quand même par regarder la performance financière, si je comprends bien. Oui. Alors, nous, on n'est pas une société de gestion, donc bien sûr. On n'est pas directement dans l'investissement. Par contre, on a des équipes qui sont spécialisées pour les classes d'actifs qu'on distribue, qui, elles, sont en charge, en fait, d'aller sélectionner le bon gérant. Et donc là, nous, en fait, l'idée, c'est d'aller chercher, en fait, des gérants qui sont spécialisés dans une classe d'actifs, qui ont un track record qui soit reconnu. Et on est très attaché à cette notion de partenariat, en fait, avec cette société de gestion, avec lesquelles on va monter un fonds en direct, sans l'intermédiaire de feeder ou de fonds de fonds. Et donc, nous, l'idée, c'est plutôt d'aller chercher des partenariats de qualité, d'aller chercher des partenariats avec des sociétés de gestion sur lesquelles il n'y a pas ou peu d'accès au CGP. Donc, on leur permet, en fait, de faire un peu ce relais. Donc, nous, l'idée, vraiment, c'est vraiment d'aller chercher la très belle société de gestion qui est spécialisée, que ce soit la société de gestion, par exemple, Rivage, qu'on distribue, qui est spécialisée dans la dette privée d'infrastructure, ou encore, on est en cours de projet avec la société Arkea, dans laquelle il y a 15 ans d'historique, 0 défaut et plus d'1 milliard d'encours. C'est ça qu'on va aller chercher plutôt, nous, dans la sélection. Ça va être la qualité du partenariat. Pourquoi partenariat ? Parce que comme on est sur des projets longs, il faut qu'on distribue, enfin que vous distribuiez effectivement des fonds avec lesquels vous avez envie de vous inscrire dans la durée. Oui, c'est ça. En fait, la notion de partenariat, elle est très forte parce que déjà, c'est un travail d'équipe, entre la société de gestion et nous. Nous, en fait, on récupère les besoins des clients et des CGP, des clients finaux sur le terrain. Et après, on discute avec la société de gestion pour monter un fonds qui soit adapté, que ce soit pour le CGP ou le client final. Donc, du coup, c'est vraiment un travail en commun. Et ensuite, on n'est pas une plateforme avec de nombreux fonds. Aujourd'hui, nous, on pense que la dette privée d'infrastructure, il y a un couple rendement de risque qui est très attractif parce qu'il y a des besoins de financement qui sont de plus en plus importants et que les personnes qui mettent en place ces projets ont besoin de financement et vont aller chercher des acteurs autres que les banques. Ils vont aller chercher des investisseurs privés. Bien sûr. Donc, il y a en complément. En complément, oui. En complément, bien évidemment. Donc, il y a cette petite prime à aller chercher en performance. Et après, quand on a monté le partenariat, on s'inscrit en fait dans la durée avec cette société de gestion parce qu'on a une vraie conviction en fait sur cette offre-là et on met toute notre énergie pour déployer cette offre. Isabelle Chazarin, vous nous avez fait part d'une méthodologie assez exigeante sur la sélection des investissements ou des fonds dans lesquels vous proposez à vos clients d'investir. On en trouve sur le marché ? Bien sûr, parce qu'en fait, on a un historique sur ces classes d'actifs qui est quand même réel. Et on a eu l'occasion de vivre une crise du Covid avec un fonds de dette privée. Et pour le coup, on la vit très, très bien. D'abord parce qu'on a pris une équipe éprouvée qui avait déjà passé des crises, donc qui savait réagir dans les périodes de crise, avec une vraie proximité dans cette période de stress, c'est-à-dire qu'on peut parler aux équipes. D'accord. On peut effectivement... Parce qu'on a besoin d'être rassuré. Il faut rassurer ses clients, donc on a besoin d'être rassuré. Alors, quand on a fait une allocation très diversifiée, d'abord, on n'a pas mis tous les œufs dans le même panier. Bien et sûr. On a été chercher, en fait, ce que veulent nos clients, c'est du conseil en allocation d'actifs. La première chose qu'on leur dit, on a des convictions, on n'a pas de certitude. La seule façon de travailler une allocation résiliente face à un monde de plus en plus compliqué, c'est d'aller chercher à diversifier les tests d'investissement, d'aller chercher des gérants éprouvés qui ont vécu des crises. Quand on vit une crise avec un investisseur, même très sophistiqué, parce qu'on a des patrons du non-côté, donc très sophistiqués financièrement, on a besoin d'avoir une transparence d'échange et d'informations de qualité. D'où le partenariat qui s'exerce avec des gens de grande qualité
qui sont processés, qui ont ce track record, de pouvoir partager l'information, de pouvoir partager ce qui est fait pendant cette période compliquée. D'accord. Les boîtes peuvent avoir quelques difficultés de paiement de la dette, comment le comportement de du gérant est important. D'accord. Et donc, avoir cet échange d'informations vis-à-vis de notre investisseur lui permet de comprendre, d'être rassuré, mais surtout de se dire il y a un pilote dans l'avion et il y a une équipe qui va passer cette crise avec un alignement d'intérêts et surtout une capacité à en sortir gagnant. Donc, c'est ce que viennent chercher chez nous des investisseurs. Outre les convictions, outre la sélection des gérants, c'est aussi cette capacité à être dans la durée présent à leur côté. Bon, Charlotte Lavie de Wautfort, je ne résiste pas à vous faire réagir sur le sujet. Partenariat, présence, accompagnement, transparence. On sent que les exigences sont assez fortes quand même quand on sélectionne des fonds et donc plutôt des équipes de gérants d'ailleurs que des fonds directement. Ouais, clairement, oui. Et effectivement, et nous, nos objectifs, c'est de pouvoir répondre à ces attentes. Donc, on est une société de gestion à taille humaine, donc on permet justement ce dialogue avec nos clients et avec nos partenaires de façon à pouvoir effectivement être transparent, reporter sur les investissements qu'on a fait, pour quelles raisons, et justifier un petit peu expliquer notre travail, répondre à leurs questions qui sont nombreuses, y compris d'ailleurs sur les questions de durabilité. On a beaucoup de sujets, mais voilà, c'est notre travail au quotidien et c'est ce qu'on essaie de faire dans notre gestion. Si on parle un petit peu stratégie d'allocation d'investissement pour les clients finaux, peut-être Camille Toubi et ensuite Isabelle Chazarin, on met quel pourcentage d'une allocation, enfin quel pourcentage de son patrimoine sur la dette privée? Comment est-ce qu'on construit une allocation? Alors je sais que votre métier c'est de distribuer au CGP, oui. Mais bon, vous savez quand même un petit peu comment ils fonctionnent vis-à-vis de leurs clients. Est-ce que vous voyez des similitudes entre les fonctionnements qu'ils peuvent avoir les uns et les autres? Oui, de manière générale sur les fonds de non cotés qu'on distribue, donc notamment le fonds de dette privée d'infrastructure, on peut être à peu près entre 20 voire 40%. D'accord. Alors ça dépend, hein, c'est très aléatoire et ça dépend vraiment. C'est plus la diversification à 40%. Ça dépend en fait ce que recherche le client. C'est très hétérogène. Il y a des personnes qui vont avoir 20%, c'est de la diversification. Ils ne sont pas habitués forcément au non-coté, mais ils vont chercher du rendement, ils vont dynamiser un peu. Peut-être une poche fonds euro ou peut-être une poche monétaire. Ils vont aller chercher un peu plus de rendement parce que la classe d'actifs était liquide et que ça va vous apporter une petite prime de rendement. Et vous avez d'autres personnes qui sont plutôt habituées à cette classe d'actifs, qui recherchent des rendements qui sont stables, robustes, et c'est ce qu'ils retrouvent en fait dans la dette privée d'infrastructure. Alors le 40%, j'y suis peut-être allé un peu fort, on va dire, mais 30-35, je ne serais pas étonné parce que voilà, le fonds qu'on distribue, on est sur un SRI 3. Vous êtes sur une maturité de 5 ans, c'est assez court, et vous avez de la distribution. Et quand on a la visibilité sur le rendement, une classe d'actifs qui est décorrélée des marchés, et que vous avez en plus de ça donc cette distribution, avec une société de gestion qui a très peu de défauts, voire pas du tout, vous avez un côté qui est quand même rassurant. Donc en fait, cette classe d'actifs, nous, la dette privée d'infrastructure, c'est plutôt une poche défensive. Donc après, voilà. Ce qu'il faut voir, c'est est-ce que la personne gère bien cette partie non cotée ou pas. Mais c'est vrai que ça peut aller, oui, facile, 30%, 35%. 40%, je suis allé un peu fort. Isabelle Chazarin, même question. Alors nous, on sera un peu plus nuancé dans les pourcentages dans nos allocations d'actifs. On va plutôt, entre guillemets, copier ce que font les grands allocataires mondiaux. Après, on va répondre souvent à deux choses. Dans un environnement taux d'intérêt, négatif, comme on l'a vu qu'il y a quelques années, c'était d'aller chercher une classe alternative à l'obligataire coté qui ne rapportait rien. Ensuite, autre cas de figure, un client qui a un besoin de revenu. C'est vrai que c'est une classe qui, naturellement, peut répondre à un besoin de revenu, mais là, pareil, on va chercher plusieurs sources, c'est-à-dire que même ce client qui a un besoin de revenu, on ne va pas uniquement caler la stratégie sur cette classe d'actifs. D'accord. On va aller chercher d'autres classes d'actifs pour répondre à la stratégie de revenu, toujours dans le souci de diversifier les paris, de décorréler les stratégies pour ensuite avoir une stratégie patrimoniale optimisée. Et encore une fois, on est sur du non-coté. Donc, il ne faut pas sous-estimer que le non-coté est une classe réservée quand même à des professionnels, même s'il y a une démocratisation du non-coté. Donc, il faut bien raisonner aussi par rapport à ce contrat du non-coté qui a ses vertus. Ça protège dans des moments de stress, ça permet au gérant de laisser le temps de faire son travail, mais toute stratégie de revenu qui pourrait pousser à aller chercher la dette privée, pour nous, elle va être à côté de d'autres solutions d'investissement. D'accord, je comprends. Voilà.
complémentaire effectivement à d'autres solutions d'investissement. On va devoir s'arrêter là malheureusement. Merci beaucoup Isabelle Chazarin. Je rappelle que vous êtes associée chez Officium Asset Management. Merci Charlotte Lavie d'Hautefort, directrice dette infrastructure chez Arkea Asset Management. Et merci Camille Toubi, responsable partenariat et distribution chez Exclusive Partners. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous dis à très vite sur Be Smart for Change.